Je crois que j'ai su que j'étais morte pour eux bien avant que mon cœur ne cesse de battre. C'était pas une maladie ni un accident. C'était une phrase, uniseuli, prononcée par la bouche de mon propre fils. On ne fait plus ça avec toi. Je suis Hélène Dubois, j'ai 71. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais disparu, pas physiquement, pas. J'étais devenue invisible, effacée. Et pourtant, j'étais bien vivante, assise dans ma petite cuisine à Vieux-Lyon, le téléphone encore collé à l'oreille, le souffle suspendu. Monday Fields, Antoine venait de tuer quelque chose en moi que je croyais indestructible. Le lien, ce n'était pas un cri, ni on est disputé, juste une lassitude dans sa voix, comme s'il me disait que j'étais une habitude dont il voulait se débarrasser. Il fêtait ses 50 ans ce jour-là. Moi, j'avais passé la veille à préparer sa tarte préférée, celle aux pommes caramélisées qu'il adorait. Quand il était petit, je l'avais sorti du four ce matin-là. L'odeur remplissant l'appartement, mon cœur battant un peu plus fort à l'idée de voir mes petits-enfants. Je m'étais habillée avec soin, un pull bleu marine et une écharpe qu'il m'avait offerte autrefois. Et quand j'ai appelé, comme chaque année, pour dire je suis prête, j'arrive, il m'a répondu comme on ferme une porte, froidement, définitivement, on ne fait plus ça avec toi. Rien d'autre, pas d'explication, pas d'excuse, juste cette phrase balancée comme une gifle. Le silence qui a suivi était plus bruyant que n'importe quelle dispute. Il a raccroché, j'ai reposé lentement le téléphone, comme si ce simple geste allait tout remettre à l'endroit. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé son nom sur les réseaux sociaux. J'ai senti mon estomac se tordre avant même que la page ne s'affiche. Et là, en plein écran, une photo récente, une grande tablée décorée de guirlandes et de ballons dorés, une cinquantaine de bougies sur un gâteau luxueux. Antoine souriait, un verre de champagne à la main. À côté de lui, sa femme Sophie, leur fils Julien, sa sœur Léa, des amis, des cousins, tout le monde, sauf moi. J'ai zoomé sur la photo. Ma petite fille portait la robe bleue que je lui avais offerte. Le service en porcelaine de famille était sorti. La nappe brodée que j'avais cousue à la main, mes souvenirs. Et pourtant, je n'étais même pas un fantôme dans ce décor. J'étais une erreur qu'on avait rayée. J'ai reposé le téléphone. Je suis restée figée, les doigts tremblants, la tarte encore tiède sur le plan de travail. Une seule pensée me tournait en boucle dans la tête. Je n'étais même pas digne d'un mensonge poli. On ne m'avait pas dit on annule la fête, ni on l'a fait en petit comité. Non, ils ne s'étaient même pas donné la peine de me cacher leur exclusion, comme si c'était normal, comme si j'avais cessé d'exister. C'est là, au milieu de cette cuisine qui sentait encore la cannelle, que j'ai compris quelque chose de brutal. On peut aimer jusqu'à se vider, se sacrifier jusqu'à s'effacer et finir quand même de trop. Toute ma vie, je m'étais battue pour Antoine. J'ai vendu des légumes sur les trottoirs de Lyon sous la pluie et le vent, parfois jusqu'à l'aube. J'ai sauté des repas pour qu'il ait un goûter. J'ai vendu mon alliance
pour payer ses études. J'ai travaillé comme une mule pour qu'il ait tout ce que je n'avais jamais eu. Et voilà comment il me remerciait. En m'effaçant d'un anniversaire, ce jour-là, je ne me suis pas mise à pleurer. Non, je me suis assise. J'ai pris son tsahir, un vieux stylo, et j'ai commencé à écrire, pas une lettre de reproche, pas un appel au pardon, une liste de tout ce que j'avais donné, argent, temps, énergie. Puis j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai annulé le virement automatique de 200 € par mois que je faisais à Antoine depuis 15 ans. J'ai contacté mon notaire, j'ai décidé de modifier mon testament. Soudain, je ne voulais plus mourir en étant la mère effacée. Je voulais vivre, ne serait-ce que quelques années, comme une femme libre, libre de choisir qui mérite ma présence, libre de ne plus mendier une chaise à une table où je n'étais plus la bienvenue. Et c'est ainsi que commence cette histoire, pas une histoire de vengeance, une histoire de réveil, celle d'une femme qui a 70 ans, comprend qu'on peut se choisir, même si c'est douloureux, même si c'est en silence, même si on commence par une tarte aux pommes qu'on finit par jeter. Je n'ai jamais eu peur du froid, ni du vent, ni de la solitude. Ce que je craignais vraiment, c'était le vide dans l'assiette d'Antoine. J'ai commencé à vendre des légumes quand il avait 2 ans. Mon mari nous avait quittés sans un mot, sans un centime, sans même un regard en arrière. Je me souviens de la première fois où j'ai tiré cette vieille charrette pleine de carottes, d'oignons et de salades jusqu'au Vieux Lyon. Il pleuvait, mes chaussures prenaient l'eau. Et Antoine était enroulé dans une couverture, endormi sur une caisse vide. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas le droit de tomber malade, ni de faiblir. J'étais tout ce qu'il avait pendant plus de 30 ans. J'ai fait les marchés 5 jours sur 7. Lundi à Croix-Rousse, mardi à Montplaisir, jeudi à Jean Massé, samedi au Capucin. Je connaissais chaque pavé, chaque client fidèle, chaque recoin où me mettre à l'abri quand l'orage grondait. J'avais les mains fendillées par le gel, les ongles noircis par la terre, le dos courbé avant l'âge, mais Antoine n'a jamais manqué un goûter. Il avait toujours un cartable neuf à la rentrée. Je l'ai vu partir au collège avec des baskets qu'il avait choisies lui-même, alors que moi, je mettais encore des semelles cousues à la main dans mes bottes trouées. Je n'ai jamais regretté, même pas une seule fois, quand je rentrais, épuisée, les pieds en sang, et qui se jetait dans mes bras en criant « Maman, t'as tué ». Tout disparaissait, c'était ma récompense. Mon essence, je me rappelle d'un soir d'hiver, il devait avoir 10 ans, il est rentré avec un bulletin excellent et m'a dit « Un jour, tu ne travailleras plus, je m'occuperai de toi, promise ». Alors, j'y ai cru, c'est fort. Cette promesse-là, je l'ai gardée comme un bijou dans un tiroir secret de mon cœur. Je l'ai sortie les jours où il me criait dessus à l'adolescence, les jours où il rentrait tard sans m'appeler, les jours où il me disait que j'étais envahissante. Quand Antoine a eu 18 ans, il a voulu passer le permis, il n'y en avait pas l'argent. Alors j'ai vendu mon alliance, elle ne valait pas grand-chose, mais c'était l'anneau de mon mariage. J'ai menti en disant que je l'avais perdu. Il m'a embrassé fort quand je lui ai tendu l'enveloppe pour l'auto. École, il ne saura jamais ce que ça m'a coûté. Pas en euros, en silence. Et
En souvenir, on a vécu dans un petit appartement, rue des Fantasques, 2 pièces, un balcon minuscule où je faisais pousser des radis et de la menthe. Je l'appelais notre jardin suspendu. Chaque printemps, je lavais les carreaux, je peignais les pots en couleurs vives et je faisais sécher mes herbes sur une corde à linge. Quand Julien est né, j'étais si fière d'être grand-mère. J'avais cousu une couverture à la main, brodée de petits animaux. Antoinette Laprice m'a remercié vaguement et l'a rangée dans un placard. Je ne l'ai plus jamais revue, puis les années ont passé. Antoine a trouvé un bon travail, s'est marié avec Sophie et a déménagé dans un quartier plus chic. Il m'appelait de moins en moins, trop de boulot. Maman, et on est débordé avec les enfants. Et je comprenais, je me contentais de ces appels rares, de quelques visites à Noël, de photos envoyées par SMS. Je continuais à leur envoyer un peu d'argent chaque mois, 200 €, parfois plus, pour Julien, pour Léa, pour donner un coup de pouce. Comme il disait, je m'étais fait une règle, ne jamais rien attendre en retour. Et pourtant, au fond de moi, une partie espérait qu'un jour, Antoine dirait Maman, repose-toi, viens vivre avec nous. Au qu'au moins, il m'emmènerait déjeuner. Mais les années ont glissé comme les jours de marché, froid, répétitif, silencieux. Et moi, je souriais quand on me demandait de ses nouvelles. Il travaille beaucoup, il est très occupé. Je défendais son absence comme s'il fallait la justifier pour qu'elle ne me blesse pas. Ce que je ne voyais pas ou ne voulais pas voir, c'était que j'avais construit une relation à sens unique, une relation faite de dons, d'efforts, de sacrifices, mais sans réciprocité. Une mère qui donne tout finit parfois par ne plus rien représenter. On prend son amour comme on prend l'eau courante. C'est là, c'est normal. C'est dû jusqu'au jour où on ferme le robinet. Et là, on s'étonne. Cette vérité, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Elle est venue doucement, comme un brouillard dans une serre. Un jour, j'ai ouvert mon compte bancaire et j'ai vu que j'avais envoyé, depuis 15 ans, plus de 28 000 € à Antoine et Sophie. Ça m'a coupé le souffle, pas à cause de la somme, à cause de l'indifférence qu'elle avait achetée. Je me suis demandé, qu'aurais-je pu faire de cet argent pour moi ? Un voyage en Bretagne, une véranda, un lit plus confortable pour mon dos, mais non, j'avais acheté l'illusion d'une place dans leur vie, une place qui, visiblement, n'existait plus. Alors j'ai refermé le cahier et j'ai commencé à réfléchir autrement, non plus comme une mère qui donne, mais comme une femme qui mérite d'être respectée. J'avais noté la date sur mon petit calendrier accroché dans la cuisine, celui avec des photos de potager du Beaujolais, le 12 février, l'anniversaire d'Antoine. Comme chaque année, j'avais prévu d'appeler le matin à la première heure. J'avais même préparé une tarte aux pommes, sa préférée, avec une pâte bien dorée et des lamelles en spirale, comme il les aimait quand il était petit. C'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était un rituel, une façon de lui dire « Je suis encore là, je pense à toi ». À 9h30 précise, j'ai composé son numéro. Il a décroché au bout de la 3e sonnerie. Sa voix était sèche,
pressée. J'ai dit doucement, joyeux anniversaire, mon grand. Et ce qu'il a répondu, Yenel oublierait Yamis, écoutez, maman, on ne fête plus vraiment avec toi, c'est devenu trop compliqué. Tu comprends, hein, ma gorge s'est serrée. Il n'a pas crié, il n'a pas été méchant, c'était pire que ça. Il m'a simplement rayé d'un trait, comme on rature une ligne inutile sur une liste de courses. Je suis restée figée, le téléphone encore à l'oreille bien, après qu'il ait raccroché, mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il voulait me sortir de la poitrine. On ne fête plus avec toi. Pas on n'a pas le temps ou on reporte. Non, c'était définitif, excluant, une condamnation sans procès. Mais je me suis accrochée à un espoir idiot. Je me suis dit qu'il exagérait, qu'il était stressé que peu, et que la fête aurait lieu le soir, sans formalité. Juste famille. Alors j'ai ouvert l'ordinateur, un vieux modèle qui met 3 minutes à démarrer. Et je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai cliqué sur le profil de Julien, mon petit-fils. Il oublie souvent de régler ses paramètres de confidentialité. Et là, sous mes yeux, une série de photos, des ballons, un gâteau à étage avec des bougies, une grande tablée pleine de sourires, Antoine au centre, Sophie à ses côtés, Julien et sa sœur Léa et quelques amis proches. Dans le fond, des guirlandes, une banderole Bon anniversaire papa, des verres de vin rouge à moitié plein, le genre de photo où tout semble chaleureux, complice, parfait, parfaitement sans moi. Je n'étais même pas mentionnée ni dans les légendes, ni dans les commentaires. JN, comme si je n'avais jamais existé. Je n'étais pas malade, je n'étais pas à l'étranger. J'étais à 20 minutes de là, avec une tarte aux pommes encore tiède sur la table, et personne n'avait pensé à moi. Pas un message, pas une excuse. J'ai fermé l'ordinateur sans un mot. Je me suis levée, suis allée à la cuisine et j'ai regardé la tarte. Et par habitude, j'ai coupé une part, je l'ai posée dans une assiette et je me suis assise. Je ne sais pas pourquoi. Le goût était bon, le sucre caramélisé sur les bords, mais rien ne passait. Même l'eau avait un goût amer. Puis j'ai regardé la chaise vide en face, celle où Antoine s'asseyait enfant, les jambes qui ne touchaient pas encore le sol. Il riait, la bouche pleine, et me demandait toujours, tout même ce combien, maman. Et moi, je répondais, les mains sur ses joues, plus grand que la colline de Fourvière. Ce soir-là, cette colline s'est effondrée. Je me suis sentie vieille, inutile, déplacée. Pas parce que j'étais seule, mais parce que j'avais été volontairement effacée, comme si mon amour, mes années de travail, mes sacrifices, tout ça n'avait plus aucune valeur dans leur monde aseptisé, bien organisé. J'étais un nom de trop sur une liste d'invités, une éventuelle gêne, une présence qu'on évite, qu'on repousse, qu'on oublie. Je n'ai pas pleuré, pas ce soir-là. J'ai simplement rangé la tarte dans un Tupperware. J'ai lavé la vaisselle et j'ai allumé la radio. Une chanson de Charles Aznavour passée hier encore. J'avais 20 ans. Comme un écho cruel,
j'ai baissé le volume, me suis levée et suis allée chercher une boîte à chaussures dans le placard. Dedans, il y avait tous les relevés bancaires des 15 dernières années, les virements que j'avais faits à Antoine, Loya, vacancies, école, extras, plus de 28 000 euros. Chaque euro donné avec amour, avec espoir, avec naïveté. C'est ce soir-là que j'ai décidé d'arrêter, pas seulement les virements, mais l'attente, le silence, la résignation. Je n'étais pas une grand-mère décorative. Je n'étais pas une tirelire à qui on envoie un message. Quand le frigo est vide, j'étais Hélène Dubois, une femme qui avait tout donné sans jamais compter et qui venait de comprendre qu'elle ne devait plus jamais s'oublier. Et dans le silence de ma petite cuisine, entre les murs témoins de tant de soupirs, j'ai allumé la lumière du couloir et je me suis dit, sans trembler, maintenant, c'est à mon tour de me choisir. Oh là oui, le lendemain matin, j'ai ouvert le tiroir du buffet, celui que j'ouvrais rarement, comme s'il contenait une part de moi que je préférais oublier. J'y ai sorti le vieux classeur gris où je rangeais toutes les traces de mes sacrifices, relevé de compte, lettres de banque, contrat d'assurance et surtout les preuves. Chaque virement mensuel de 200 € pour Antoine, chaque paiement ponctuel pour l'école de Julien, pour les vacances d'été, pour la voiture en panne, pour les charges trop lourdes. 15 ans à tendre la main, sans jamais la refermer. J'ai pris une feuille blanche et commencé à lister à la main une colonne pour la date, une autre pour le montant et une dernière pour la raison facture EDF, stage de Julien, nouvelle poussette pour Léa, crédit voiture Antoine. À la fin de la liste, la somme totale me fit tourner la tête, 28 350 €. Mon ventre s'est noué. C'était pas la somme en soi. C'était tout ce qu'elle représentait, de l'amour sans retour, de la générosité prise pour acquise, une vie entière réduite à des chiffres sur du papier. Ce jour-là, j'ai appelé ma banque, j'ai demandé, sans trembler, d'arrêter tous les virements automatiques vers le compte d'Antoine. Le conseiller m'a demandé, vous êtes sûre, Madame Dubois, c'est en place depuis longtemps. J'ai répondu, plus longtemps qu'il ne s'en souvient, mais c'est terminé. Ensuite, j'ai appelé Maître Laurent, mon notaire depuis plus de 20 ans, un homme discret, à la voix posée. Je lui ai expliqué calmement que je voulais modifier mon testament ou remettre. Je me suis rendue à son cabinet le vendredi suivant. Il m'a reçu avec un regard surpris d'habitude. Je venais pour renouveler un bail ou signer un papier de routine. Cette fois, je suis entrée avec ma liste dans une main et mon sac en toile dans l'autre. Je me suis assise et j'ai dit « Je souhaite retirer Antoine et sa femme Sophie de ma succession. Je veux que tout ce que je possède, ce petit appartement, mes économies, mes parts dans la coopérative de jardinage, aillent à mon petit-fils Julien et à sa compagne Camille. S'ils en veulent, il a relevé les yeux, un peu étonné. Vous êtes certaine? J'ai haussé les épaules. Je suis plus certaine de ça que de mon âge. Puis je lui ai tendu une enveloppe contenant la liste des virements. Aldous, j'avais écrit une phrase que j'ai demandé d'ajouter. Mot
pour mot à mon testament, je laisse mon héritage à ceux qui m'ont vue comme une femme, une mère, une homme digne, et non comme un portefeuille à ciel ouvert. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ressenti un calme étrange. C'était pas de la joie, ni même du soulagement. C'était une forme de respiration retrouvée, comme si j'avais fermé une porte restée entrebâillée trop longtemps. J'ai mis de l'ordre dans mes papiers, rangé les courriers, trié les vieilles photos. J'ai même jeté les cartes de vœux signées à la va-vite de Antoine Sophie sans un mot personnel. Je n'avais pas l'intention d'annoncer quoi que ce soit, pas besoin de scène, ni de confrontation. J'avais essayé et c'était tout ce qui comptait. Mais les silences ne durent jamais quand l'argent arrête de couler. 2 semaines plus tard, Antoine a débarqué sans prévenir. Il a frappé à ma porte à 19, l'air crispé, les sourcils froncés comme quand il était enfant et que je refusais un bonbon avant le dîner. Je lui ai ouvert, sans sourire. Il est entré, les mains dans les poches, et a lancé d'un ton accusateur: « Tu veux couper les ponts avec la famille ? J.S. Cha. Tu crois que l'argent, c'est ce qui définit tout ? Je suis restée calme. Je suis allée chercher la feuille que j'avais rédigée. Je la lui ai tendue, il l'a allouée, les mâchoires serrées. Puis j'ai dit doucement: je ne coupe pas les ponts, je ferme les robinets, ce n'est pas pareil. J'ai passé 15 ans à vous aider souvent, sans qu'il y ait du demande, parce que je pensais que c'était ça, être mère. Mais une mère, c'est pas un guichet. Tu ne m'appelles que quand tu as besoin, et quand moi je tends la main, il n'y a personne. Il a voulu répondre, mais je l'ai coupé. Pour une fois, c'est pas de l'argent que j'attendais. Anton, c'était une place, on appelle, il manquait une chaise autour de la table, un regard. Il est resté silencieux, puis il a tourné les talons. Le lendemain, j'ai reçu un message de Sophie, un long paragraphe mielleux, rempli de mots comme malentendu, moment difficile. Elle stresse. Elle disait que je dramatise, que je devrais penser à la famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, et j'ai imprimé son message, je l'ai glissé dans une enveloppe et j'ai écrit au dos je ne vis plus pour mériter une invitation à un repas que j'ai financé en silence. Puis j'ai rangé cette enveloppe dans la même boîte que mon testament. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans réveil nocturne, sans nœud au ventre. Mon lit me semblait plus grand, ma chambre plus vaste. Ce n'était pas de la solitude, c'était de l'espace retrouvé, l'espace pour respirer, penser, revivre. Et dans le calme de cette nuit, j'ai compris que la dignité ne fait pas de bruit. Elle les agite. Quelques jours plus tard, alors que je rempotais mes plants de basilic sur le balcon, j'ai entendu frapper à la porte. 3 coups secs, pas chéchitantes, pas timide. J'ai su que c'était Antoine. J'ai respiré profondément, essuyé mes mains sur mon tablier et ouvert. Il était là, droit comme un piquet, le visage tendu, les yeux pleins de choses. Non, dites, derrière lui, Sophie, bras croisés, à lunettes noires, comme si elle venait pour une audience plus que pour une visite de famille. Je n'ai pas souri.
Je me suis écartée légèrement, sans dire un mot. Ils sont entrés. L'air dans mon petit salon est devenu plus lourd d'un coup, comme si leur présence y aspirait la chaleur. Antoine a pris la parole en premier. « Maman, pourquoi tu fais tout ça ?» Il essayait d'avoir l'air calme, mais sa voix tremblait. On a appris pour le testament, pour les virements arrêtés, tu nous coupes. Comme si on n'était rien. On dit, je l'ai regardé longtemps, puis j'ai posé mes mains sur la table en bois, celle où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant des années. Vous m'avez coupé bien avant. Antoine, je ne fais que mettre sur papier ce qui existe déjà dans la réalité. Sophie a levé les yeux au ciel. Tu dramatises. On t'a toujours considéré comme une figure importante de la famille, mais on a aussi une vie des enfants, des responsabilités. Je me suis tournée vers elle, les yeux calmes, une figure. C'est intéressant, pas une personne, pas une mère, juste une figure qu'on mentionne de temps en temps. Quand ça arrange, comme Antoine a pris une chaise, s'est assis, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. J'ai peu être été distrait, mais tu exagères. Maman, on pensait que tu comprenais, que tu ne voulais pas nous déranger. Je suis allée chercher une enveloppe dans le tiroir, celle avec la liste des virements, les copies des frais que j'avais pris en charge. Je l'ai posée devant lui. Je n'ai jamais voulu qu'on me rembourse. Antoine, je voulais seulement qu'on me voie, qu'on me dise merci, qu'on me dise tu comptes. Il a parcouru les papiers du regard, puis il a murmuré je ne savais pas que c'était à ce point. Allez, j'ai haussé les épaules parce que tu n'as jamais demandé, parce que dès que j'appelais, vous étiez occupé. Sophie soupirait. Julien disait que vous n'étiez pas à la maison, même quand j'apportais des sablés à Noël. Je devais sonner 2 fois pour qu'on ouvre. Sophie a tenté un sourire pincé. On pensait que tu aimais être indépendante. Je l'ai regardé bien en face. Il y a une différence entre être indépendante et être isolée. Antoine s'est levé. Il tournait dans la pièce comme un lion en cage. Alors quoi? Tu vas tout laisser à Julien, à Camille. Tu penses qu'il t'aime plus que nous. Alléluia. Je me suis avancée doucement. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de regard. Julien m'appelle, il m'écoute. Camille m'a demandé comment planter des radis. Vous me rappelez quand il faut changer les pneus ou compléter le budget vacances. Un silence lourd est tombé. Je me suis redressée. Je ne vous déshérite pas par vengeance. Je vous sors d'une équation où je n'ai plus ma place. Je ne veux plus être présent dans votre vie uniquement à travers un virement bancaire. Antoine a secoué la tête. Tu nous punis. Ah, j'ai posé ma main sur la table. Non, je me protège. J'aurais aimé que cette discussion ait lieu plus tôt. J'aurais aimé qu'elle ait lieu autour d'un café, un dimanche, comme ça. Mais je ne vais pas continuer à me faire mal pour garder un lien qui n'existe que dans un sens. Sophie s'est levée à son tour. C'est injuste. On t'a jamais empêché de venir. Je l'ai regardé lassé. Et pourtant, je ne suis jamais invitée. Il y a une différence entre tolérer et accueillir. Ils sont partis peu après, sans embrassage, sans promesse. Antoine s'est retourné une dernière fois sur le pas de la porte. Je ne comprends pas. Je lui ai répondu calmement. Peut être qu'un jour tu comprendras. Peut être pas.
Mais moi, je me comprends enfin, et c'est déjà beaucoup. Et quand la porte s'est refermée, je suis restée debout un moment, le cœur un peu lourd, mais clair. Je venais de poser la dernière pierre du mur, invisible, entre ce qu'on subit et ce qu'on choisit de ne plus tolérer 2 semaines. On passait depuis cette visite lourde de mots que j'aurais préféré. Ne jamais avoir à prononcer. J'ai continué à vivre comme on le fait quand le cœur a été secoué, mais reste battant. Mes matins recommençaient entre les graines à trier, le marc de café pour nourrir mes plantes et la radio que je laissais jouer, en plus pour combler le vide que par envie réelle d'écouter. Et puis un samedi matin, alors que je rempotais des plants de persil, j'ai entendu la sonnette, pas celle d'Antoine, non, celle-ci était hésitante, presque timide. En ouvrant, je l'ai vu, Julien, mon petit-fils, celui que j'avais bercé, que j'avais emmené au parc de la Tête d'Or quand il avait des otites et que ses parents étaient trop débordés. Il tenait une cagette en bois et remplie de légumes frais, blettes, radis et un bouquet de menthe. Il avait ce regard d'enfant qui ne sait pas s'il est le bienvenu. Et moi, je n'ai pas attendu une seconde. J'ai tendu les bras entre mon grand. Le persil est timide cette année. Il faudra qu'on discute de son emplacement. Il a souri. Il est entré pendant que je rinçais les radis. Il s'est approché, les yeux bas. Mamie, je suis désolée. J'ai vu ce qui s'est passé. Papa est furieux, mais je voulais te dire que je comprends pourquoi tu as fait ce choix et je ne t'en veux pas. Je me suis assise. Tu n'as pas à t'excuser pour eux. Julien, merci de venir. Il m'a raconté que c'est Camille, sa compagne, qui l'avait poussé à me rendre visite. Elle travaillait dans une association de permaculture à 2 rues de chez moi. Elle a dit qu'une femme comme toi, qui connaît la terre, les saisons, les vraies choses, c'est rare. Elle voulait te rencontrer, moi. Et comme si elle avait entendu son prénom prononcé, elle est apparue à la porte. Une petite femme aux yeux vifs, aux cheveux, retenue par un foulard fleuri. Elle portait un sac en toile avec un livre dépassant, L'art de cultiver en ville. Nous avons bu une tisane ensemble à la verveine du balcon. Camille posait 1000 questions sur la germination, les sols acides, les engrais naturels que j'avais inventés avec des coquilles d'œufs et du marc de café. Elle écoutait vraiment, pas pour politesse, avec curiosité, avec admiration. Julien m'a proposé, presque à mi-voix, de les aider à aménager leur balcon. On voudrait un jardin suspendu, un peu comme le tien, mais on n'y connaît rien. Là, mon cœur s'est serré doucement de ce mélange de joie et de tendresse. Alors, on va commencer dimanche, à condition que vous restiez déjeuner, et c'est ainsi qu'a commencé notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque dimanche, Julien et Camille venaient, on jardinait, on riait, on partageait des recettes de soupe oubliées et des souvenirs d'une époque où le pain se coupait à la ficelle. Camille m'a proposé de filmer mes gestes, mes explications. On pourrait en faire une série de petites vidéos pour les seniors. C'est précieux. Mais ton savoir est précieux. Je n'avais jamais entendu ce mot-là me concernant. Nous avons
tourné la lunaire vidéo avec mon vieux tablier taché, une bouteille d'eau recyclée comme arrosoir et un fond sonore de moineaux. Julien a fait le montage, Camille a posté sur leur blog. En une semaine, 2000 vues, puis 1000, les commentaires pleuvaient. Quelle femme inspirante. Ma grand-mère faisait pareil. Merci pour cette tendresse simple. Je les lisais le soir, seule dans ma cuisine, avec une boule dans la gorge, pas de tristesse et non de reconnaissance. Pour une fois, j'existais pour ce que j'étais, pas pour ce que je donnais, pas comme portefeuille ambulant ou babysitter de secours, mais comme Hélène, femme de savoir, de terre, de dignité. Julien m'appelait désormais Mamie Courage. Ça avait commencé comme une blague, mais il le disait avec tendresse, avec respect. Je sentais dans ses gestes, dans ses regards, l'amour brut, sans attente, sans condition, un dimanche. Alors que nous terminions une vidéo sur la culture des tomates en pot, Camille m'a tendu une boîte. À l'intérieur, un carnet à spirale avec la couverture en lin, dessiné à la main, Euniarden en terrasses. Et ce titre, les conseils de Mamie Hélène, on a pensé que tu pourrais y noter tes recettes de jardin et tes pensées. Tu mérites qu'on t'écoute. Je n'ai rien dit, j'ai juste serré le carnet contre moi. Et j'assume que parfois, la vraie famille n'est pas celle du sang, mais celle qui vous regarde comme un être entier, pas une fonction, pas un passé, mais une lumière. Ce soir-là, seule sur le balcon, je me regardais, les lumières de la ville se reflétaient sur la Saône. J'ai ouvert le carnet, pris mon stylo et écrit. Julien et Camille sont venus, ils ont apporté du thème et de la joie. J'ai semé des graines de tomates et peut être aussi des graines de paix. L'hiver a lentement cédé sa place au printemps, comme un rideau qu'on tire doucement pour laisser entrer la lumière. Le froid persistant des premiers mois de l'année s'était dissipé et avec lui, un peu du givre que j'avais longtemps gardé dans le cœur. Je ne dis pas que tout avait disparu, certaines blessures, même cicatrisées, continuent de tirer quand il pleut, mais j'avais retrouvé un rythme, une paix faite de gestes simples et de silence qui n'étaient plus pesants. Mon petit appartement dans le vieux Lyon, au 3e étage d'un immeuble qui sentait encore le bois ciré et les vieilles lettres d'amour, était devenu mon havre. Le balcon, autrefois modeste, s'était transformé en véritable jardin suspendu, des tomates, cerises, des pots de basilic, des menthes frémissantes dans le vent et surtout ce pied de romarin qui avait survécu à l'hiver comme moi, petit mais déterminé. Julien venait toujours chaque semaine, Camille aussi, mais maintenant, c'était plus pour aider la vieille dame, non, c'était pour échanger, jardiner côte à côte, apprendre les uns des autres. Et un jour, c'est moi qui ai proposé, et si je montrais à d'autres femmes ce qu'on fait ici. Camille a tout de suite souri. J'ai justement parlé de toi à la Maison des associations. Ils organisent des ateliers pour seniors. Tu pourrais animer un cours. Moi, la dernière fois, je suis arrivée avec mon panier d'osier, ma casquette et mes semences dans des boîtes à thé recyclées. Devant moi, une douzaine de femmes âgées de 60 à 85 ans.
m'attendaient dans une petite salle avec des nappes en toile cirée et des gants de jardinage trop neufs. Elles étaient là, timides au début, curieuses, presque comme des petites filles. Je leur ai parlé du sol, du cycle lunaire, de comment écouter ces plantes, mais plus que ça, je leur ai raconté mon histoire, pas tout, juste assez pour qu'elles sentent qu'on peut se relever, même après avoir été oublié, que planter une graine, et c'est pas juste faire pousser quelque chose, c'est croire encore en la vie. Très vite, les mercredis sont devenus sacrés. Nous échangions des boutures, des recettes, des confidences. L'une d'elles, Madeleine, m'a un jour pris la main et dit « Tu sais, tu n'enseignes pas seulement à jardiner, tu nous apprends à recommencer. » J'ai souri. Peut-être parce qu'elle avait raison, chez moi, le carnet que Camille m'avait offert, c'était épaissi, collé de feuilles séchées, des photos de notes griffonnées. Julien y avait même ajouté un petit dessin au crayon, un balcon fleuri avec moi au milieu, brandissant une bêche comme une épée. Il avait écrit « Mamie Hélène, notre jardinière de lumière ». Et puis, arriva mon anniversaire, Yanatende Siliane. J'avais prévu un café noir bien corsé, un pain beurré à la confiture de figues et une matinée tranquille à arroser mes plants. Mais à 9h, on a frappé à la porte Julian, Camille. Et dans les mains de Julien, un paquet long et plat, emballé dans du tissu à fleurs, fermé par une ficelle. Joyeux anniversaire. Mamie, je l'ai ouvert et j'ai dû m'asseoir. C'est un tableau brodé à la main, encadré dans du bois de châtaignier, un champ de fleurs sauvages, dans des tons de lavande, de tournesol et de coquelicots et emboss brodés en lettres fines. Pour Mamie Hélène, qui a fleuri nos vies, je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite, je l'ai accroché dans le salon, juste au-dessus de la table en bois, pues je me suis fait un café, fort. J'ai mis dans le vase en terre cuite quelques brins de menthe et de thyme, ramassés le matin même. J'ai regardé le tableau et j'ai souri parce que enfin, je me sentais vue, pas comme une mère appelée en cas de besoin, pas comme une vieille femme à qui on fait la charité, mais comme une personne à part entière, avec une histoire, avec des racines. Et ce soir-là, alors que le soleil couvrait la Saône de reflets d'or, j'ai ouvert mon carnet et écrit « Aujourd'hui, j'ai reçu un tableau, mais ce que j'ai vraiment reçu, c'est la preuve que mon amour, ça même malmené, avait laissé des graines trailles. Depuis, les choses restent simples. Je ne suis pas redevenue une grand-mère présente à chaque fête de famille. Je n'en ressens plus le besoin. Antoine ne m'a pas rappelé, Sophie non plus, et c'est bien ainsi. Je ne vis plus dans l'attente, je vis dans la présence. Maïs, Juliane, Camille et maintenant les femmes de mon atelier, ils sont là. Isma Pellant m'écrivent, passe à l'improviste avec des plants de tomates ou un gâteau fait maison. J'ai même reçu une lettre d'une abonnée de nos vidéos, une femme de Bretagne, qui disait « Grâce à vous, j'ai planté mon uné basilic et j'ai cru, pour la première fois depuis la mort de mon mari, que j'avais encore quelque chose à offrir. » Alain,
peut être que c'est ça, finalement, le vrai héritage, et pas l'argent ni les objets, mais les gestes qu'on transmet, les graines qu'on laisse derrière soi. Je ne sais pas exactement quand le basculement a eu lieu, ce moment précis où, au lieu de subir, j'ai commencé à choisir. Ce n'était pas une révolution bruyante, pas une vengeance, juste une série de gestes minuscules mais décisifs, comme recoudre un ourlet qui se défait ou tourner la page d'un vieux cahier taché. Vivre seul à 70 ans n'était pas un rêve d'enfant, c'était pas un tableau qu'on accroche fièrement au mur. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une liberté que j'ai gagnée centimètre par centimètre, silence après silence, refus après refus, refuser d'être une banque vivante, refuser d'être une présence invisible, refuser d'accepter l'humiliation comme monnaie d'échange pour une illusion de famille. J'ai appris tardivement que l'amour sans respect est une chaîne dorée et que l'on peut passer toute une vie à serrer soi-même ses poignets sans s'en rendre compte au nom du c'est normal, ce sont mes enfants, mais c'est pas normal. Ce n'est jamais normal d'effacer une personne parce qu'elle ne sert plus. Ce n'est jamais normal de faire semblant que le don est un devoir. Aujourd'hui, je ne réclame plus d'être aimée, je ne supplie plus pour être invitée, je ne passe plus mes journées à attendre un coup de fil, une carte postale où signe « Je suis là ». Vivante, presciente, autonome. Je cultive mes plantes, je partage mes recettes, je ris avec les femmes de l'atelier quand nos radis poussent trop de feuilles et pas assez de chair. Je bois mon café noir en lisant les commentaires des abonnés qui suivent nos vidéos de jardinage et me surnomment Mamie H du Vieux Lyon. Certains m'écrivent qu'ils ont transformé leur balcon grâce à mes conseils. D'autres me disent simplement « Merci, vous m'avez rappelé que je compte encore » et ça, c'est une richesse qu'aucun héritage monétaire ne pourrait égaler. L'autre jour, une jeune femme à l'atelier m'a demandé « Hélène, vous avez peur de vieillir toute seule ?» Je l'ai regardée, j'ai souri et j'ai dit « Doucement, je ne vieillis pas seule. Je vieillis avec celles et ceux qui me respectent. Le reste, j'ai appris à le laisser derrière moi. Hollande, je ne ressens plus le besoin de confronter Antoine ou Sophie. Leur silence est éloquent et je ne vais pas crier dans le vide. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai montré ce que j'avais à offrir. Le reste leur appartient. Mais à Julien, à Camille, à celles qui me tendent la main chaque semaine, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'ai envie de dire ceci, vieillir n'est pas une punition, ce n'est pas un effacement progressif, c'est un autre chapitre. Et si on vous laisse un crayon, si vous reprenez la plume, vous pouvez encore écrire de très belles pages. Si vous êtes une mère, une grand-mère, une tante, une femme qu'on a oubliée au bord d'une table de fête ou effacée d'un album photo, vous avez le droit de tracer vos limites, de dire non, de dire je mérite mieux parce que le respect ne se mendie pas et il s'évite, il se modèle comme la terre sous les doigts du jardinier patient. Et même si ceux que vous avez aimés vous tournent le dos, il y aura toujours un jardin à faire pousser, toujours une fenêtre à ouvrir, toujours une autre âme, quelque part, prête à vous tendre la main, pas pour ce que vous donnez, mais pour ce que vous êtes. Je ne suis pas une héroïne.
Je suis une femme ordinaire qui a trop donné, trop lang temps sans rien extra. Maar is maintenance.